Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, les conservateurs affirment avoir vendu un nombre record de 600 000 cartes de membres dans le cadre de leur course au leadership. Ce sera notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Bonsoir. Bonsoir. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine qui se sont passées dans la foulée de la course à la direction du Parti conservateur. Catherine, je commence avec vous. Sur le nombre de cartes de membres vendues en prévision du choix du nouveau chef, le parti avance le chiffre record de 600 000 cartes. Est-ce que vous êtes surprise par ces chiffres? Plus ou moins, on sait que les cartes, en fait, la vente de cartes de membres a été extraordinaire. Vraiment, c'est du jamais vu. Là. Écoutez, pour vous donner une idée, Andrew Scheer, lorsqu'il a gagné en 2017, il avait vendu l'équivalent de 10 000 cartes. Là, on parle de centaines de milliers selon les camps ou de dizaines de milliers. Donc, c'est absolument énorme. Ceci dit, je veux dire, je pense que, l'ampleur de la vente de cartes de membres doit quand même nous étonner. C'est un bon signe pour le parti, certainement. Moi, là où je me questionne, c'est à savoir, ce chiffre de 600 000 cartes de membres, oui. En fait, ça veut dire que certains camps, peut-être, ont gonflé leurs chiffres un peu, là, parce qu'on parle de 300 000 pour Pierre Poilievre, 150 000 pour Patrick Brown, et il y avait déjà environ 170 000 membres qui étaient déjà au sein du Parti conservateur. Oui, parce que Yves, les chiffres vont être confirmés d'ici le 29 juillet. Pierre Poilievre, effectivement, affirme avoir vendu de plus de 300 000 cartes à lui seul. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres révélés par le clan de Pierre Poilievre? Oui. Écoutez, c'est possible qu'il en ait vendu plus de 300 000, mais le parti ne dira jamais si c'est vrai ou non. Pour une raison bien simple, c'est que s'ils disent que c'est vrai, ça veut dire qu'ils gagnent au premier tour et la course est terminée. Alors, bien évidemment, le Parti conservateur ne le dira pas, continuera de dire que tout est possible en raison des choix préférentiels et que le suspense doit régner. Mais entre vous et moi, le suspense est un peu artificiel parce que si les chiffres avancés par l'équipe Poilievre sont exacts, il n'y en aura pas de course. Joël Denis, justement, on a vu cette semaine deux députés conservateurs de l'Ontario qui ont laissé tomber leur appui à Patrick Brown pour se joindre au clan Poilievre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Peut-être que M. Patrick Brown a moins d'attrait que ce à quoi on s'attendait au début. Mais on a voulu relativiser les choses un peu du côté du camp de Patrick Brown en disant qu'on venait de perdre 2 votes, mais qu'on allait en récupérer des milliers d'autres. Donc, ça a fait mal quand même à l'image de Patrick Brown. Il a été sur le défensif pendant quelques temps. Maintenant, pour revenir aux questions des cartes de membres qui ont été vendues, ça veut dire une chose aussi, Esther, qu'il ne faut pas négliger, c'est que tout l'argent va dans les coffres du Parti conservateur. Chaque carte de membre vendue, c'est 15 $. Ça veut dire que le Parti conservateur, si c'est 600 000 membres, là, ça veut dire qu'il va empocher pas loin de 9,5 millions de dollars dans ses coffres. Juste avec cette course au leadership, c'est beaucoup d'argent. Il s'agit de voir si ça va se concrétiser, mais le Parti conservateur risque de faire fortune avec cette course au leadership. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais l'argent va dans les coffres du parti. Catherine, autre nouvelle cette semaine. Il y a des voix qui s'élèvent pour demander la tenue d'un 3e débat officiel dans cette course. Il y en a eu 2 organisés par le parti. On voudra un 3e. Il semble qu'il y a seulement Pierre Poilievre qui n'est pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un 3e débat d'ici le 10 septembre? Pour l'instant, le Parti conservateur y réfléchit, ne veut pas confirmer si ce 3e débat officiel aura lieu ou non. Évidemment, le parti s'était toujours réservé le droit d'en avoir un de plus en anglais. Et vu le succès là, plus ou moins retentissant du seul débat en anglais officiel qu'il y a eu, je pense que le parti serait tenté là, de répéter l'exercice là, peut-être en permettant un débat. Ceci dit, moi, ce que ça m'indique, là, Esther, de la part des camps Charest et Brown, entre autres, là, d'autres candidats aussi veulent un débat. En fait, c'est qu'ils veulent essayer de convaincre les membres, finalement, peut-être qui ont acheté leur carte de membre pour M. Poilievre, de voter pour eux à la place. Donc, je pense pas que ce soit le signe là, finalement d'un succès retentissant pour eux nécessairement. Ça semble plutôt être le signe un peu de désespoir, là, finalement, pour tenter de recruter et d'attirer les membres. Oui. Yves, il reste encore 3 mois d'ici au 10 septembre. 3 mois, c'est long quand même. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, à partir de maintenant?
Écoutez, je pourrais dire pas grand-chose parce que l'été, on s'entend, la saison politique est assez au ralenti. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? C'est à quel point ceux qui mènent dans la course vont réussir à aller chercher des membres des autres, ceux qui sont moins à surveiller. Et ce sera davantage du jeu de coulisses et des soupers spaghettis. Parce que dans la grande saison politique, ça se termine là, dans les prochaines semaines et vraiment, ça va reprendre. Je dirais que l'action comme telle va reprendre à la mi-août, où les candidats seront davantage sur le terrain. Mais j'ai pas de très grandes attentes pour fin juin, juillet et les 2 premières semaines. Joël Denis? Moi, ce sera de surveiller s'il y a un des candidats qui tire de l'arrière, va abandonner la course. Il y a des gens qui vont continuer à dépenser de l'argent durant cette course pour tenter de mobiliser les troupes, mais on va peut-être manquer un peu de fric de la part par exemple, d'un Roman Baber, dont les appuis sont quand même limités. Même chose pour Scott Hutchison. Et donc, s'il y a des abandons, qui pourrait en profiter? Ça, ce sera surveillé les possibles abandons de certains des candidats. Ouais. On verra, effectivement, au cours de l'été. Un autre sujet qui a retenu l'attention cette semaine, il y a le premier ministre Trudeau qui a participé au sommet des Amériques en Californie. Bon, il y a eu une rencontre bilatérale avec le président Biden des États-Unis. Catherine, bon, c'est un sommet qui fait surtout parler en raison de ses absents, notamment le président du Mexique. Qu'est-ce que le premier ministre Trudeau et le Canada peuvent finalement espérer comme résultat de cette rencontre, ce sommet-là? Bon, c'est sûr que cette absence du Mexique, finalement, ce qu'on invitait, c'était la décision des États-Unis, donc le Canada n'avait finalement rien à voir là-dedans. Par contre, ce que M. Trudeau peut en tirer, en fait, c'est qu'il peut parler de ces sujets chouchous, c'est-à-dire, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il parle de changement climatique. On l'a vu plus tôt aujourd'hui, là, en fait, en conférence de presse avec le gouverneur de la Californie, M. Newsom. Et puis, vraiment, on sentait là, qu'il y avait, il y a cette entente, une sorte de bourse sur le carbone, finalement, un peu calquée sur le Québec il y a 10 ans. Donc, évidemment, c'est une opportunité pour Justin Trudeau, finalement, d'afficher ses plus belles couleurs, de parler des sujets là, qui l'intéressent et finalement de tisser des liens avec les politiciens américains. Et d'ailleurs, je me permettrais de mentionner que le gouverneur là, de la Californie était bien impressionné par le projet de loi sur les armes à feu. Là. Donc, disons, c'est un beau voyage pour Justin Trudeau. Ouais. Et Yves? Je vous dirais, Esther, que ce qu'on retient habituellement du sommet des Amériques, c'est les manifestations qu'il y a à l'extérieur et rarement le contenu du sommet. Et cette fois-ci, il n'y a ni grande manifestation, ni grand contenu. Vous avez parlé des chicanes entre nombreux pays, mais Justin Trudeau démontre encore une fois qu'il ne fait plus partie des ligues majeures. On peut s'attendre à un certain nombre là, d'ententes bilatérales. Et comme celle avec la Californie, là, c'est bien intéressant, mais on s'entend que les changements climatiques, c'est mondial et une entente avec la Californie, mondialement, ça n'apporte pas grand-chose. Alors oui, Justin Trudeau est là et il serre beaucoup de mains, il paraît bien, mais est-ce qu'il va sortir de là avec quelque chose qui va sortir de son chapeau, un lapin qui va sortir du chapeau? J'en doute énormément. Il n'est plus un joueur majeur sur la scène internationale. Donc, les attentes qui ne sont pas élevées de votre côté. Yves, Joël Denis, je vais terminer avec vous sur un autre sujet. Non. Le directeur parlementaire du budget a fait savoir cette semaine que le gouvernement fédéral devrait injecter 75 milliards de dollars de plus dans ses dépenses militaires d'ici 5 ans pour atteindre l'objectif de l'OTAN du 2 % de son PIB. Vous vous attendez à quoi comme réponse du gouvernement Trudeau à cet égard? Essentiellement qu'on n'a pas forcément cet argent pour investir dans les dépenses militaires. Oui, on va les augmenter, mais pas de cet ordre-là. Et d'ailleurs, c'est un peu la conclusion du directeur parlementaire du budget. C'est hors de mesure, comme il le disait dans son rapport, de vouloir investir autant d'argent supplémentaire, 75 milliards sur 5 ans, et surtout avec les déficits qu'on accumule à l'heure actuelle et d'autres priorités qui sont vraiment plus pressantes en ce moment. Quoique la défense est devenue une chose prioritaire pour le gouvernement en raison de la guerre en Ukraine, évidemment. Ouais. En tout cas, pour l'instant, on est loin du compte, c'est le moins qu'on puisse dire. Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup. Bon week-end à vous trois. Merci. Merci, bon week-end. Au revoir.
Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, constate une explosion du nombre de plaintes en 2021-2022. Au total, le commissariat a reçu 5 409 plaintes cette année. C'est du jamais vu. On en comptait un peu moins de 1 900 l'année dernière. Le commissaire Théberge a remis son rapport mardi. J'en ai discuté avec lui. Bonsoir, M. Théberge. Bonsoir. Bon, votre rapport est accablant. Vous constatez un nombre record de plaintes au cours de la dernière année. En fait, le nombre a presque triplé. Qu'est-ce qui explique cette augmentation aussi importante? Il y a deux événements qui ont fait en sorte qu'on a reçu un nombre record de plaintes au commissariat cette année. Il y a eu le discours unilingue du PDG d'Air Canada à la Chambre de commerce de Montréal et la nomination de la gouverneure générale, Mme Simon, qui ne maîtrise pas le français. Et ces deux événements-là ont à eux seuls généré 75% des plaintes l'année passée. Donc, c'est immense, effectivement. Vous parlez de deux événements, la nomination de Mme Simons et le discours du PDG de Air Canada devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain au mois de novembre. Est-ce que la majorité des plaintes viennent du Québec? Un très grand nombre de plaintes viennent du Québec, bien sûr, mais on a aussi reçu des plaintes de partout au Canada, que ce soit par rapport à un événement ou par rapport à l'autre événement. Ça a touché une corde sensible chez un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes et ça démontre jusqu'à quel point on tient aux langues officielles au Canada. Oui, parce qu'on sait qu'il y a aussi l'absence de francophones à la haute direction du CN, du Canadien national, qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières semaines. Est-ce que votre rapport tient compte de ça? Eh bien, dans notre rapport, effectivement, on fait une recommandation au comité parlementaire de se pencher sur, premièrement, le bilinguisme chez les postes de la haute fonction publique et deuxièmement, pour les postes, les nominations du gouverneur en conseil. Et trop souvent, on identifie le bilinguisme comme étant peut-être préférable, mais pas souvent obligatoire. Donc, lorsqu'on identifie un critère comme préférable, trop souvent, on n'en tient pas compte dans la sélection des candidats et des candidates. Et c'est important de se rappeler que lorsqu'on parle de donner d'exercer un leadership, lorsqu'on parle d'un leadership en langues officielles, c'est en mesure de communiquer dans les deux langues officielles et l'exemple part d'en haut. Oui. Je veux revenir sur le cas de la gouverneure générale parce que dans votre rapport, vous vous êtes prononcé en faveur d'une nomination bilingue à ce poste-là et vous regrettez aussi que les exigences en matière de français soient parfois vues comme un obstacle à la réconciliation avec les peuples autochtones. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet-là? Eh bien, trop souvent, on a tendance à établir des contradictions, à faire des contradictions en différents concepts, que ce soit la diversité, que ce soit la réconciliation, que ce soit les langues officielles. À mon point, en ce qui me concerne, je pense qu'on peut traiter de tous ces éléments-là en respectant tous ces idéaux-là dans la nomination des candidats et des candidates. La francophonie est très diversifiée, le monde anglophone est très diversifié et on doit se rappeler qu'on ne traite pas avec des populations homogènes, mais très, très diversifiées, que ce soit la communauté anglophone ou la communauté francophone. Oui. Ce rapport que vous avez déposé cette semaine, M. Théberge, c'est votre 5e à titre de commissaire aux langues officielles, parce qu'on sait que vous êtes en poste depuis 2017. Est-ce que vous avez quand même constaté des progrès en matière de protection des langues officielles au pays au cours des dernières années? Ce que je constate, c'est qu'il y a une réalisation de la part du gouvernement qu'on doit faire plus. Et ce qui nous amène au projet de loi C-13, le projet de modernisation de la loi sur les langues officielles, qui pourra peut-être nous donner des outils, peut-être fournir un encadrement pour justement faire avancer, faire progresser les langues officielles dans les prochaines années. Certains de nos rapports ont quand même eu un impact, par exemple celui sur les langues officielles en situation d'urgence. On en tient compte maintenant partout dans la fonction publique, mais je pense qu'on est au point où on se doit donner des outils et les moyens nécessaires pour faire progresser les langues officielles au cours des prochaines années. Parce que dans ce projet de modernisation, vous n'avez toujours pas plus de pouvoir finalement que celui d'émettre des recommandations. C'est donc qu'au moment où on se parle, vous n'avez toujours pas les outils nécessaires pour pouvoir bien remplir votre fonction, votre mandat.
effectivement, au moment où on se parle, j'ai comme outil la possibilité d'émettre des recommandations. Dans le projet de loi, on propose tout de même des pouvoirs intéressants, le pouvoir d'émettre des ordonnances, de conclure des ententes exécutoires, d'imposer des sanctions administratives pécuniaires, aussi bien que des recommandations, qui feraient en sorte que maintenant qu'on a un continuum de mécanismes de conformité, de pouvoir qu'on peut utiliser dépendant de la situation. Donc, c'est ça une avancée très important pour le commissaire et pour le commissariat pour assurer une meilleure conformité de la part des institutions fédérales. Est-ce que vous y croyez que vous allez finir par avoir ces outils? Je suis très optimiste étant donné le progrès qu'on voit présentement du projet de loi C-13 avec les parlementaires. Donc, je suis convaincu que d'ici quelques mois, nous aurons en place une nouvelle loi sur les langues officielles qui va nous permettre de faire avancer les langues officielles dans l'avenir. Oui, évidemment, on suit de très près ce projet de loi. Votre mandat, M. Théberge, est d'une durée de 7 ans. Ça veut dire qu'il vous reste encore 2 ans à titre de commissaire aux langues officielles. Qu'est-ce qui vous permettrait de dire mission accomplie au terme de votre mandat? Je pense que l'adoption du projet de loi C-13 et par la suite la mise en place d'un commissariat en mesure d'utiliser pleinement ses pouvoirs pour faire progresser les langues officielles, mais aussi de pérenniser les langues officielles pour l'avenir. On va suivre ça. Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Le gouvernement du Québec persiste et signe. Il demande à Ottawa de lui transférer tous les pouvoirs en matière d'immigration. Le Québec sélectionne déjà une partie de son immigration, mais il voudrait aussi avoir la mainmise, notamment sur le programme de regroupement familial. Ce sera notre premier sujet de débat avec notre panel de députés. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. Alors, le Québec voudrait se voir rapatrier tous les pouvoirs en immigration, y compris la gestion du programme de réunification des familles. Luc Berthold, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de cette demande du Québec chez les conservateurs? Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on prône qu'il y ait une plus grande autonomie pour le Québec, qu'on donne plus de pouvoir au Québec en matière d'immigration. Et il faut dire que cette demande-là est probablement exacerbée par les nombreux problèmes qu'on fait face présentement dans tous les secteurs en matière d'immigration au Canada actuellement, que ce soit pour l'accueil de réfugiés ukrainiens, que ce soit pour les travailleurs temporaires étrangers, que ce soit pour la réunification des familles. Les délais sont très, très longs. Les entreprises n'arrivent plus à obtenir des travailleurs. Donc, on comprend qu'actuellement, il y a beaucoup de désespoir, notamment au Québec, pour beaucoup d'entreprises de recevoir des gens pour être capables de livrer et d'être capables de produire. Donc, effectivement, il y a lieu d'avoir des discussions, encore une fois, avec le Québec pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer le sort des personnes qui veulent venir vivre ici au Québec, mais aussi d'améliorer le sort des entreprises. Mais est-ce que vous êtes d'accord, les conservateurs, est-ce que vous êtes d'accord, les conservateurs, avec cette demande du Québec de rapatrier tous les pouvoirs en immigration vers le Québec? Ben, je pense qu'il y a lieu d'avoir des discussions, il y a lieu de transmettre, de donner plus de pouvoir au Québec. Est-ce que c'est l'ensemble? On verra. Il y a une campagne électorale au Québec qui va se dérouler probablement là-dessus. Donc, quand les demandes formelles seront acheminées au prochain gouvernement conservateur, ça va nous faire plaisir de les écouter. Alexandre Boulris, bon, on sait que le programme de réunification des familles, le Québec voudrait imposer pour ce programme-là des connaissances minimales en français. Est-ce que vous êtes favorable à ça au NPD? En ce moment, ce qu'on observe, c'est qu'on se demande un petit peu quel est l'objectif qui est poursuivi par cette demande-là particulièrement. Le Québec contrôle déjà toute son immigration économique, c'est-à-dire près de 60% de tous les immigrants qui arrivent, dont 85% connaissent ou parlent déjà le français, et la moitié des gens de regroupement familial parlent aussi le français. Donc, on arrive déjà avec une immigration où, sans même compter les réfugiés, 60% des immigrants parlent français. Alors, on brandit un peu la menace de la louisianisation du Québec, la survie de la nation. Vraiment, on suscite, là, on joue sur des peurs identitaires très, très fortes. Mais on se demande, au NPD, nous, c'est quel problème on essaie de régler. Et est-ce qu'on va empêcher des enfants
de venir rejoindre leurs parents parce qu'ils ne parlent pas français? Est-ce qu'on va empêcher des grands-parents de venir rejoindre leur famille parce qu'ils ne parlent pas français? Alors que peut-être qu'une solution, c'est d'offrir plus de cours de francisation et d'investir plus massivement dans la francisation des immigrants. Alors, on est prêt à discuter, on est prêt à s'asseoir, mais on se demande quel objectif est poursuivi par cette demande-là. Oui, bon, Alexis Brunel-Duceppe, évidemment, vous êtes favorable à ça au Bloc. Alexandre Boulris se demande quel problème on essaie de régler. Est-ce que le premier ministre Legault exagère quand il affirme que le Québec risque de subir le même sort que la Louisiane? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, M. Legault a le droit à ses propres phrases. Là. Moi, je n'embarquerai pas dans le débat de la louisianisation, certainement pas. Mais si je regarde, par contre, avec ce qui s'est passé dans le passé là, avec nos amis des autres provinces canadiennes, là, on peut, je pense, faire un comparatif. On voit qu'il y a eu des taux d'assimilation sur génération assez effarants. Maintenant, le Québec, c'est certain, va toujours être mieux s'il y a plus de pouvoir en immigration possible. Là. Et je pense que la demande du gouvernement et la demande de bien des gouvernements précédents d'avoir plus de pouvoir en immigration, évidemment, en oubliant le fait qu'on a des ententes internationales par rapport aux réfugiés, ça, je pense que c'est mais c'est sûr qu'on va mieux porter parce que si on regarde là, présentement, le problème, c'est qu'il y a des CAQ qui sont émis par Québec, donc des certificats d'acceptation du Québec, OK? Et de l'autre côté, à Ottawa, on refuse ces gens-là après coup, après avoir regardé leur dossier. Donc ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais. Québec accepte. Ottawa les refuse par la suite, ça crée des problèmes. Le dédoublement de structure, présentement, il fait mal à tout le monde et c'est une simple demande. Si Ottawa est incapable de gérer l'immigration parce qu'il y a des délais incroyables, bien, qu'ils laissent donc faire la job à Québec et tout le monde va mieux s'en porter. Bon, Greg Fergus, des libéraux, vous venez d'entendre Alexis Brunel-Duceppe. Est-ce que c'est légitime pour le Québec quand même de revendiquer davantage de pouvoir en immigration pour, entre autres, protéger le français, selon ce que dit M. Legault? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est légitime d'évoquer la notion de la louisianisation du Québec après tout le travail que les Québécois ont fait depuis plus que 400 ans pour maintenir notre culture, notre langue ici au Québec? On a un avenir très prometteur. Si on veut chercher des immigrants francophones, on peut les trouver. Il y a tellement de pays dans l'Afrique de l'Ouest où il y a des gens qui ont le français comme la langue maternelle, qui aimeraient venir au Québec, qui aimeraient s'installer ici. Je le sais, dans ma région de l'Outaouais, on est le deuxième pôle d'attraction des nouveaux arrivants au Québec. La grande partie qui vient de l'Afrique francophone, qui s'intègre bien, qui trouvent des jobs, qui créent des jobs, des emplois. Et surtout, qui parle français, qui est très important. Oui, bon, Alexis Brunel-Duceppe, je vais revenir à vous parce que pour ce qui est du programme de réunification des familles, bon, ça représente une faible proportion des nouveaux arrivants au Québec et seulement la moitié de ces nouveaux arrivants-là ne parlent pas français. Est-ce que vraiment le Québec s'attaque à la bonne cible? Écoutez, moi, comme je l'ai dit, là, plus on aura de pouvoir en immigration, mieux on se portera. Et la preuve, là, mon collègue que j'apprécie, M. Fergus, vient d'en parler, les immigrants qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Saviez-vous, Esther, que le taux d'acceptation des étudiants étrangers provenant de l'Afrique de l'Ouest francophone est le taux de refus le plus important au Canada présentement? Et ça, c'est refusé par Ottawa. Là. C'est grave. On a des taux d'acceptation d'étudiants étrangers présentement à McGill à 90 %. Si on regarde à l'UQTR, on est à 21 % d'acceptation, principalement des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest francophone. En voulez-vous un programme qui devrait être géré par Québec? Celui des étudiants étrangers. En voulez-vous un programme qui devrait être géré par Québec? Celui des travailleurs étrangers temporaires? Parce que présentement, ces gens-là obtiennent leur CAQ, mais sont bloqués par Ottawa. Pendant ce temps-là, nos entreprises, eux autres, n'ont personne, ils ne peuvent pas livrer. Donc, moi, quand on me dit, oui, il nous faut de l'immigration de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est certain qu'il en faut de l'immigration de l'Afrique de l'Ouest, sauf que présentement, Ottawa les bloque, là, présentement, ces étudiants-là. Et ce qu'on veut, c'est la meilleure immigration. Les étudiants francophones étrangers, c'est des gens qui vont arriver ici, qui vont étudier ici, qui vont avoir un diplôme québécois, qui vont se créer un cercle social, qui probablement vont déjà... Madame Bégin. Oui, alors, juste pour terminer là-dessus, Greg Fergus, allez-y rapidement. Oui, mais parlons des vraies affaires. J'ai beaucoup de respect pour mon collègue, lui aussi, mais il utilise des faits sélectifs. Alors, il parle de l'éducation quand il ne parle pas des immigrants de classe économique. Il y a différentes normes qui sont établies pour des gens qui viennent pour les classes économiques. Ce qui arrive, c'est que le Québec, ils vont promettre des CSQ,
mais sauf qu'il fixe un plafond d'immigrants économiques qui peuvent venir au Québec jusqu'à 42 000. C'est pas assez pour que le Québec garde sa force démocratique au Canada, démographique au Canada. D'accord. On reste dans le domaine des relations fédérales Ottawa-Québec, je devrais dire, parce que je veux vous entendre sur les lois 21 et 96. Ça fait un bout de temps qu'on s'est vu comme panel de députés. Ottawa a fait savoir qu'il pourrait participer à une contestation judiciaire devant la Cour suprême des lois 96 et 21. Alexandre Boulris, qu'est-ce que vous pensez au NPD de cette volonté du gouvernement fédéral de contester des lois qui ont été adoptées par le Québec? Comme démocrate et comme progressiste, on a l'obligation de défendre les libertés fondamentales puis les droits de la personne, que ce soit la Charte des droits et libertés du Québec ou du Canada, évidemment. Et en ce qui concerne la loi 21, le cas est plus clair à nos yeux là, que ça viole des droits fondamentaux, que ça exclut les gens de certaines positions, de certains postes à cause de leurs convictions religieuses. La Cour supérieure du Québec a dit que la loi 21 était discriminatoire, mais le juge Blanchard a dit « je ne peux pas rien faire parce qu'on a inclus la clause dérogatoire, la clause non-obstant, dans la loi elle-même. » Donc, je pense que comme démocrate, comme progressiste, on a une responsabilité de défendre les chartes des droits et libertés canadiennes et québécoises. Alors, c'est sûr qu'on va soutenir les Québécois et les Québécoises qui contestent cette loi-là parce qu'elle est, à nos yeux, et aux yeux de la Cour supérieure du Québec, discriminatoire. Luc Berthold, là-dessus. Écoutez, je pense que tout d'abord, vous savez qu'on respecte toujours les champs de compétences des provinces du côté du Parti conservateur, donc ça va continuer. La position traditionnelle du parti a toujours été de dire qu'on n'appuyait pas une telle loi, qu'on n'allait pas appuyer la loi, exemple, la loi 21 au niveau fédéral. Mais vous avez sûrement constaté qu'on est présentement en pleine course au leadership et comme on a comme chef adjoint l'équipe de leadership, on s'est engagé à ne pas entrer dans le débat. Malheureusement, je pourrais pas parler beaucoup parce que c'est devenu un des éléments du débat de la course au leadership. Course au leadership, d'ailleurs, qui est très, très, très populaire en termes de membership, comme vous avez pu le constater. Oui, on a fait d'ailleurs un segment là-dessus tout à l'heure, mais ça donne bien parce qu'on est vraiment pressé. Alexis Brunel-Duceppe, vraiment quelques secondes, parce que le Bloc québécois a demandé à plusieurs reprises la semaine dernière à Ottawa de se mêler de ses affaires. Reste que le gouvernement du Québec a utilisé, dans les deux cas, les deux lois, la clause dérogatoire pour adopter ces lois. Il y a quand même plusieurs qui se demandent si c'est abusif de recourir comme ça à la clause nonobstant. En quelques secondes, allez-y, on vous écoute. Écoutez, en quelques secondes, c'est pas compliqué. Là. Ce qu'on a devant nous à Ottawa, c'est assez hallucinant. Là. C'est au Parti conservateur, la course à chefferie, c'est devenu un concours de savoir qui c'est qui allait mieux combattre les lois devant les tribunaux. Après ça, le Parti libéral a très bien dit, le gouvernement a très bien dit qu'il allait combattre la loi 21 et la loi 96 devant les tribunaux avec l'appui du NPD. Donc, je vous le donne en mille, Mme Bégin. Le seul parti à Ottawa présentement, et c'est la triste vérité, là, qui se bat pour défendre des lois légitimes votées démocratiquement à l'Assemblée nationale du Québec, je vous le donne en mille, c'est le Bloc québécois. Et malheureusement, le seul parti qui ne pourra jamais rien faire. Greg Fergus, vous venez d'entendre vos collègues. Alors, le mot de la fin là-dessus, sur cette éventuelle contestation des lois 21 et 96 par votre gouvernement. Vos auditeurs et auditrices sont très à l'affût de la politique. Ils savent très bien quand une loi est contestée devant les tribunaux et qu'il se trouve devant la Cour suprême du Canada, forcément, par définition, ça devient un enjeu fédéral parce que la portée des décisions de la Cour suprême s'applique à travers le Canada. On parle des droits fondamentaux qui est contesté par les Québécois dans les tribunaux québécois. Si ça arrive à la Cour suprême, c'est certain que le gouvernement fédéral, qu'on avait donné avis qu'on va défendre les droits on va intervenir et puis on va défendre les droits fondamentaux de tous les Canadiens. Greg Fergus, Luc Berthold, Alexis Brunel-Duceppe et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre vue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.